Nous ouvrons donc la masterclass de Simonetta Greggio en public et au studio 106 de la Maison de la Radio. Simonetta Greggio, vous écrivez des livres. On compte 12 romans, d'autres publications d'un autre genre. Mais c'est peut-être pour parler plutôt de vos romans qu'on est là ensemble. Vous êtes né en Italie, vous avez étudié les lettres à l'université de Padoue. Vous arrivez à Paris en 1981, c'est le printemps de vos 20 ans. Bien plus tard, en 2005, vous publiez un premier roman qui s'appelle La douceur des hommes, alors aux éditions Stock. Et puis de livre en livre, on peut évoquer le dernier qui s'appelle Elsa, mon amour, celui-ci aux éditions Flammarion. Et c'est un roman qui convoque à la fois la présence et puis plusieurs voix éclatées, brisées autour de la figure d'Elsa Morante, qui est elle aussi écrivain, italienne, morte en 1985 et qu'on connaît entre autres pour un grand livre qui s'appelle La Storia. Et dans ce livre-là, il vous arrive de mettre en scène Elsa Morante enfant et de mettre en scène aussi son goût pour les mots, pour l'écriture, pour la langue, et enfin de la mettre en scène comme la fille d'une mère institutrice qui lui transmet ce que vous avez coutume d'appeler souvent la poudre magique et qui permet d'ouvrir sa bouche. Alors je me suis dit qu'une bonne façon de commencer cette masterclass, dont je rappelle le principe, on est vraiment là pour en gros se dire ce qu'on peut, ce qu'on veut du processus de création. Pour commencer, peut-être savoir qui est-ce qui vous a transmis à vous la poudre magique qui permet d'ouvrir sa bouche. Bonsoir. La poudre magique, c'est ma mère aussi qui me l'a transmise comme Elsa Morante et comme Colette. Il y a ces mères qui sont peut-être des écrivains dans l'âme, qui vous font une sorte d'injonction et moi je l'ai bien reçu. Ma mère m'a appris à écrire, à lire quand j'étais vraiment enfant et j'étais tellement heureuse qu'elle me transmette ce savoir, cette magie, que j'ai commencé tout de suite à écrire comme Elsa Morante. Quand j'étais gamine, des petites comptines, des petites nouvelles, des petites histoires d'enfants. Elsa Morante, la première histoire qu'elle a écrite, c'était l'histoire d'une poupée. Moi, je me souviens qu'à 4 ans, je me suis attelée à un conte sur le sapin de Noël. Ça me semblait une injustice totale qu'on le jette après l'avoir fêté. Voilà, donc la poudre magique est venue de là pour moi. Justement, j'utilise cette expression-là parce qu'elle m'a interpellée plusieurs fois. Qu'est-ce que vous appelez poudre magique exactement ? Quand je suis arrivée à Paris, j'ai été m'inscrire à l'école de hautes études parce qu'il y avait Milan Kundera qui enseignait. Et j'avais l'impression que si je côtoyais de très près un écrivain, peut-être que, comme quand j'attrapais des papillons petite fille, la poudre des ailes me resterait sur les doigts et que j'apprendrais, que je comprendrais ce qu'il fallait faire et être pour devenir un écrivain. Donc voilà, c'est ça que j'appelle cette espèce de... J'avais un imaginaire encore de très jeune fille. Et heureusement que c'est resté un petit peu quand même, c'est-à-dire que je reste quand même un peu candide. Et ça ne me dérange pas parce que dans cette candeur arrivent les miracles, justement. Cette poudre magique continue d'exercer sa magie. Et vous avez l'impression que votre mère avait conscience de transmettre quelque chose pour que vous puissiez écrire bien des années plus tard ? Je pense que, comme j'étais la seule fille, j'étais l'aînée et j'étais j'ai trois garçons qui sont juste après moi. Je pense qu'elle a fait quelque chose d'un peu différent avec moi. Elle a eu envie probablement que je fasse tout ce qu'elle n'avait pas fait. Elle avait envie que je sois libre. Elle avait envie que je sois une artiste. Elle avait envie que je ne fasse peut-être pas d'enfants. Elle en avait fait 4. C'était suffisant. Elle m'a dit par la suite, la moyenne est de 2 par femme. Donc moi, j'en ai fait 4. Toi, tu es dispensée. J'en ai fait 2 pour toi. Voilà, donc je pense elle m'a... Vous savez, j'ai rêvé quand j'étais encore très très jeune, probablement avant de venir à Paris. J'ai rêvé que j'étais sur les épaules de ma mère et que j'étais aveugle et que ma mère me conduisait.
Et j'ai repris ce rêve et je l'ai mis dans un livre, même dans 2 livres, parce que je trouve qu'il est saisissant de vérité. C'est comme si ma mère m'avait donné la direction à prendre. Et ça peut être lourd, mais comme dans le cas de Colette, pour moi, c'est plutôt une bénédiction, une grâce. Ce n'est pas du tout un sujet de dispute comme cela a été dans la vie de Elsa Morante, pour laquelle c'était vraiment un sujet très, très controversé, parce que sa mère avait envie d'être l'écrivain qu'elle ne serait jamais et que sa fille a été. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, vous évoquez ces premiers petites comptines, petits contes, petits poèmes à 4 ans. Comment l'écriture fait son chemin en vous, puisqu'on n'écrit pas la même chose à 4-5 ans, puis à 11, 12, 15, 18, et puis on y viendra plus tard, en 2005, lorsque vous faites paraître votre premier roman. De quoi ça se tisse, Simonetta Greggio ? De rêves. D'abord de rêves, parce que quand vous êtes une petite fille qui naît dans un petit village près de Padoue, et vous êtes une lectrice absolument... moi, j'ai dévoré les livres, mais littéralement, c'est-à-dire que je pouvais lire un livre par jour, même voir un livre et demi par jour. Et toute ma vie, j'ai été une extrême lectrice, une lectrice extrême. Je pense que il n'y a aucune raison pour qu'on devienne un écrivain, à part la conviction intime qu'on est fait pour ça, que cette vie, c'est exactement celle que vous voulez, que peu importe toutes les vaches enragées auxquelles vous allez vous confronter toute votre vie, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour la reconnaissance, ce n'est rien d'autre qu'un besoin absolu, et je dirais implacable et impitoyable. Alors vous trouvez des moyens. Moi, j'ai été journaliste pendant 15 ans. J'ai écrit toutes sortes de livres, de jardinage, de cuisine, de voyage, toutes sortes d'articles, de papier pour des journaux. J'ai vraiment tout ce qui était autour de l'écriture. Je crois qu'on aurait pu me demander d'écrire l'étiquette de l'eau minérale, je l'aurais fait parce que c'était de l'écriture. Et je pense que c'est ce qui m'a appris à écrire aussi. C'est-à-dire que c'était un tirocinio. En quelque sorte, j'ai appris à écrire en écrivant. Et je suis très heureuse d'avoir publié mon livre assez tardivement. Ça m'a évité de sortir des livres qui étaient vraiment nettement moins bons et qui ont été depuis jetés à la poubelle, voire brûlés de manière un peu... voilà, c'est... Avec des rites cérémoniels. Oui, parce que de toute façon, je pense que même les mauvais livres ont le droit d'exister. Les miens et ceux des autres, d'ailleurs. Vous faites mention d'un tout petit mot en italien dans votre phrase, et jusqu'à là, on n'a pas précisé que ces premiers moments d'écriture devaient certainement se faire en italien. Oui, bien sûr. Je suis arrivée en France avec un français assez... breloquant, on va dire. C'est-à-dire que j'arrivais à Paris avec une langue française que j'avais appris dans Les Liaisons dangereuses, qui était sûrement pas celui qu'on parlait en 81. Pas vraiment pas, ni maintenant, ni jamais d'ailleurs. Et je me souviens avoir attendu des heures et des heures aux arrêts de bus le dimanche, parce qu'il y avait écrit service non assuré. Pour moi, non assuré, c'était un peu comme en Italie. Peut-être il passe pas, voilà. Mais il y avait plein de choses comme ça qui m'ont vraiment mise à l'embarras. Mais des tas de mots qui sont ce qu'on appelle les faux amis. Un avion s'est abîmé en mer. Ben, si c'est abîmé, c'est pas très grave. 300 morts. Ah ben, bon sang, il s'est vraiment abîmé, du coup. Vous voyez toute cette langue qu'il faut vraiment habiter pour la comprendre. Et encore maintenant, quand j'écris en français, avec un grand plaisir, parce que j'ai quand même lu quelque chose comme 20 000 livres, j'ai fait le compte l'autre jour, il y a toujours quand même des mots qui restent italiens. Et je ne sais pas, vous qui avez lu mes livres, je pense qu'il y a quelque chose qui reste profondément non français dans mon écriture. Et qui tient à quoi? Puisque vous les avez écrits, moi je les ai peut-être lus, mais vous les avez écrits. Qu'est-ce qui reste de cette première langue, qui est la langue maternelle, qui est encore une langue que vous parlez, qui a été la langue de votre enfance, de votre adolescence, du début de votre vie d'adulte, dans votre langue française?
Je crois que c'est la cadence, je crois que c'est la musique, je crois que c'est cette italienneté profonde qui m'habite. Je suis un écrivain français, mais je suis une femme italienne. Ce qui est très drôle, c'est que même ceux qui sont bilingues comme moi continuent de prier s'ils ont été religieux dans leur enfance ou de compter dans leur langue, je dirais même pas maternelle ou paternelle, mais originale. Donc c'est assez curieux cette espèce de... Vous avez plusieurs cerveaux, je pense, et ces cerveaux ont des portes communes ou des sorties communes ou des fenêtres communes. Et parfois, vous savez, il m'arrive des choses assez étonnantes, c'est-à-dire que il y a des jours où je ne peux pas parler en français, je ne peux pas écrire en français. Je suis complètement bloquée sur ma langue italienne et c'est impossible de sortir de là. Donc je pense qu'il y a des choses très curieuses qui se font au niveau de mes synapses et c'est pas toujours très compréhensible. Si on reste encore un petit peu du côté de la formation, j'ai signalé en introduction, Simonetta Greggio, que vous étudiez les lettres à Padoue, donc vous arrivez avec ce petit bagage universitaire à Paris. Qu'est-ce qui l'a formé, ce moment-là universitaire, de la manière dont vous écrivez ou dont vous avez lu par la suite ? Alors, moi, j'avais des grands, encore une fois, je répète le mot des rêves, mais j'avais des grands rêves quand j'étais gamine. Je ne savais pas... je voulais faire des grandes écoles, je voulais faire un normal sup, je voulais faire vraiment... Sauf qu'en Italie, normal sup, ça n'existe pas. Donc, il fallait que je change de langue, que je change de pays. Et puis, quand on a 12 ans, 13 ans, vous demandez, vous dites vraiment, qu'est-ce qui est... J'ai pas d'oncle d'Amérique qui peuvent m'amener ailleurs que là où je suis. Donc, j'ai un peu chaoté, mais vraiment, j'utilise le mot, dans mes études, parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait réellement. J'avais l'impression toujours de... Non pas d'en savoir plus, c'était pas tellement ça le problème. C'était plutôt d'être en avance. Quand j'allais à n'importe quel cours, j'avais déjà à peu près tout lu, tout ce qu'il fallait lire. Donc j'étais là pour rien. À quoi ça me servait finalement ? J'avais l'impression de perdre mon temps. Et les autodidactes ont ça de particulier, qui font leur propre route. Et Elsa Morante était comme ça aussi, elle était autodidacte. Et pour gagner sa vie, à 18 ans, 19 ans, elle écrivait les tesi di laurea, donc les thèses de doctorat. Mais elle n'a jamais été docteur, mais elle a écrit des centaines de thèses de doctorat. J'avais l'impression que c'était un peu la même chose. J'avais l'impression que ça ne me servait à rien d'étudier quelque chose que je pouvais apprendre toute seule, finalement mieux. Donc, c'était pas tellement de la... Je ne prenais pas non plus pour l'intelligence magne, c'était juste que ça ne me convenait pas. Et toute ma vie, je m'aperçois que rien ne m'a jamais réellement convenu. J'avais toujours envie de quelque chose de plus difficile, de plus d'à côté, de plus intense, de plus dur même. Mais parce que c'était plus dur, de tellement plus motivant et de tellement plus récompensant, même si ça ne se dit pas. Est-ce que vous concevez que ce roman qui se publie en 2005, vous êtes une femme alors de un peu plus de 40 ans, est une forme de récompense, puisque c'est le mot que vous venez de prononcer, d'un parcours dans l'écriture, dans le français, dans votre vie de femme et d'écrivain, Simonetta Greggio ? C'est comme si j'avais toujours été un écrivain sans lettres. C'est-à-dire que j'ai écrit toute ma vie. Et puis tout d'un coup, mon premier roman a été publié, mais d'un claquement de doigts. C'est-à-dire que Jean-Marc Roberts, qui est un éditeur iconique et pas pour rien, c'était une légende dans le monde de l'édition, et tombé amoureux des 50 premières pages d'un livre qui n'était pas écrit. Et il m'a signé un contrat sur 50 pages. Et il faut dire que vraiment chez Stock, avec Capucine Rua, qui a été mon éditrice, vraiment la directrice littéraire qui m'a suivie, et sa confiance infinie dans mon écriture et cette espèce de regard à la fois très implacable, très cruel et très juste de Jean-Marc Roberts,
je pense que ça vous pousse. C'est comme voilà, soit vous cassez la figure, soit vous rentrez vous entrez en littérature par la bonne porte. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et ça correspond à quoi ? C'est le regard de quelqu'un qui va légitimer un acte d'écriture que par ailleurs vous faites depuis des années. C'est ce que vous dites, une sorte d'acte d'amour. Il va tomber amoureux, alors d'un seul coup vous vous sentez autorisé à poursuivre le roman. Qu'est-ce qui fait que vous entrez finalement dans votre œuvre littéraire à ce moment-là, Simonetta Greggio ? Il faut une confiance, et la confiance de quelqu'un de professionnel. Si vous écrivez, vous pouvez écrire toute votre vie, mais s'il n'y a pas quelqu'un qui vous donne la main, qui vous tend la main, qui vous dit « tu peux le faire », c'est quelque chose qui a sa place dans les milliers, les centaines de milliers, les millions de livres qui ont été écrits. Si quelqu'un ne vous adoube pas, ne vous légitime pas, ne vous garantit pas cette place, vous ne pouvez pas le faire. C'est une sorte de témoin, je pense, qui est absolument nécessaire pour se sentir publié, non seulement être publié, mais se sentir publié, se sentir lu, se sentir, quoi qu'on en pense de ce que vous faites. Il y a des meilleurs livres, des livres qui sont plus des steps, donc des marches. Il y a des livres où vous avez mis tout votre cœur et finalement vous trouvez que l'accueil est injuste. Il y a des livres qui sortent tout à fait avec une simplicité désarmante, et tout d'un coup, vous avez 10 pays qui vous achètent les droits. Donc c'est complètement étrange ce qui se passe. C'est pas vous le juge de ce que vous faites, ce sont les lecteurs, et c'est la chance. C'est vraiment des coups de chance incroyables que vous pouvez avoir au cours de votre vie d'écrivain publié. La douceur des hommes, ça appartient à quelle catégorie des livres que vous venez d'égrener là ? Est-ce que vous y mettez tout votre cœur ? Est-ce que c'est vraiment un coup de dé, le hasard ? Les deux. Les deux, c'était un coup de chance que ça tombe sur Jean-Marc Roberts. C'était un besoin absolu, c'est-à-dire que de toute façon, j'arrivais à un point de ma vie où je n'aurais pas pu aller plus loin. Il fallait que je risque tout. Et le fait de tout risquer, de tout recommencer de zéro, m'a donné la force, l'énergie d'écrire un tout petit livre. Hein. Il fait 180 pages. Et en même temps, c'est un livre qui a fait 700 pages, 800 pages, 1000 pages avant d'être comme ça, comme un consommé finalement, quelque chose qui a été complètement affiné. Et lorsque je l'ai terminé, je ne savais pas ce que j'avais fait, parce que c'était quand même la première fois que j'arrivais à écrire un roman qui tenait la route, avec les personnages tels que je les voyais, que je les imaginais, que je les projetais, leur itinéraire, leur langage, leur destinée. Et puis tout ça fonctionnait. Et j'étais moi-même la première totalement étonnée que ça existe, qu'il y ait marqué mon nom en haut, ce titre que j'adorais, La douceur des hommes, qui était venu d'on ne sait où. Je ne savais pas pourquoi je l'avais trouvé. J'adorais ce livre. Et François Bunel, à l'époque, il commençait à peine sa carrière, l'avait remarqué et avait fait une page d'en lire. Et je pense qu'il est pour quelque chose dans ces portes qui se sont ouvertes par la suite. Quand vous dites que vous étiez étonnée, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'on écrit ? Ça veut dire on parle de magie depuis le début de cet entretien, mais il y a cette magie. Vous n'êtes pas complètement au courant de ce que vous êtes en train d'écrire. Vous avez interviewé beaucoup d'écrivains, vous savez qu'à un moment, il se passe quelque chose que vous ne contrôlez pas. Je pense que vous êtes dans une sorte de transe. Je pense que ça vient de je ne sais où. Je pense que vous êtes le premier étonné, et en même temps, c'est du métier. Et en même temps, il faut tout contrôler. Mais vous contrôlez tout dans un état second. Vous savez ce qu'il faut faire et pas faire, comme si vous aviez une musique intérieure qui vous guide, comme si vous aviez quelqu'un qui vous dicte, comme si là-haut, il y avait finalement, comme le disait Stephen King, un grand nuage où il y a plein d'idées, plein d'histoires, et un écrivain prend un bout, le tire et écrit cette histoire-là.
Et pour ce premier livre, vous les tirez, ces histoires, puisque pour dire 2-3 mots de La douceur des hommes, c'est une sorte de road trip comme ça, entre une femme très âgée et une femme un petit peu moins âgée, hein, plutôt une jeune femme, une jeune femme hein, dans la force de l'âge, Constance, et puis une femme de 87 ans, qui va lui transmettre, tout en roulant, beaucoup de choses de la vie, beaucoup de choses du désir, beaucoup de choses de la sexualité, beaucoup de choses de l'amour, beaucoup de choses des hommes. Et cette histoire, il ne vous paraît pas possible de l'écrire autrement qu'en français, Simonetta Greggio. Au moment de la parution de La douceur des hommes, vous dites, si je l'ai écrit en français, c'est pour que mon père ne le lise pas. Oui, parce que j'avais une langue maternelle qui est celle que ma mère m'a apprise et une langue paternelle qui était celle que je ne voulais plus parler et avec laquelle je ne voulais plus avoir vraiment des relations étroites. Et puis de toute façon, je suis arrivée en France à 20 ans et je suis devenue une grande fille, une femme adulte dans ce pays. Donc ce langage, cette langue, pour moi, est ma langue de choix. Ma langue de petite fille, ma langue de jeune fille, l'italien, c'est autre chose. Je ne sais pas, j'aimerais bien écrire quelque chose en italien, mais je ne sais pas du tout comment ça serait. Je ne sais pas si j'aurais le même ton, la même couleur, la même musique. Je n'ai absolument aucune idée. Alors, ce roman paraît, et puis vous dites, il fait pendant un temps 700, 800, 900, et puis là, je l'ai en poche devant moi. C'est plutôt un roman assez fin, puisqu'il convient dans ces masterclass, Simonetta Greggio, d'essayer de regarder, en l'occurrence là, l'auteur au travail. Ça veut dire quoi, de passer de 1000 pages à 125 en poche? Alors, au début, on expérimente. Quand vous ne savez pas ce qui se passe, quand vous vous fiez à votre rythme intérieur, vous vous fiez aux millions de pages que vous avez lues, vous vous fiez finalement à des langues qui ne sont pas la vôtre, qui sont celles des auteurs et des écrivains que vous admirez par-dessus tout au monde, vous avez des sortes d'échos. Alors ces échos vous guident aussi et vous tâtonnez dans le noir. Vous êtes une sorte de mort-vivant, je dirais, vraiment, même à vous-même. Vous n'êtes pas là réellement dans votre vie. Vous êtes complètement dans un état second ou même, voire tiers, parce que vraiment, c'est votre vie même que vous mettez en balance en écrivant un livre. Tous ceux qui ont un livre dans le tiroir savent de quoi je parle. Et vous cherchez. Alors, il y a des chapitres qui ne sont pas bons, vous les jetez à la poubelle. Mais il vous reste une phrase, vous reprenez cette phrase, et cette phrase vous donne un nouveau chapitre. Et puis finalement, ça finit à la poubelle aussi. Et puis vous avez un troisième chapitre, et celui-là est bon, mais vous le perdez. Vous le perdez complètement dans l'ordinateur, vous ne le retrouvez plus. Ou vous perdez carrément votre ordinateur, parce que votre inconscient, de toute façon, n'en fait qu'à sa tête. Exactement. Donc en fin de compte, vous travaillez avec une matière tellement étrange, tellement mouvante, tellement émouvante, tellement qui vous prend vous-même et votre cœur et votre ventre et tout ça, et votre temps. Moi, j'ai passé quand même un temps infini à écrire ces livres dont je ne savais réellement pas où il allait. Je me souviens encore avoir demandé à des amis qu'ils me prêtent leur maison en Sicile, dans une toute petite ville, une petite île des îles éoliennes. Voilà. Et ils avaient une maison, effectivement, mais qui était tout en haut d'une colline. Et il fallait y aller à pied. Et il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Et en fait, toute une partie du livre a été écrite là-bas. Et je me souviens encore, sous le moustiquaire le matin, en train de me dire, bon, il n'y a plus rien à manger, il faut que je descende, ça va me prendre une journée. Et en même temps, il faut que j'écrive. Je ne sais pas du tout où ça va. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ça m'échappe. Je sais que c'est là, et en même temps, ça m'échappe. Quel diable arrive à cette femme? Et je me souviens encore vraiment, mais c'était plus important finalement. Que de manger. Mais bien sûr, mais évidemment, je m'en fichais de manger. C'était pas très important. Ce que je voulais savoir, c'est où cette vieille dame allait, d'où elle venait et pourquoi elle était là. Et pourquoi elle était si
incroyablement installée au fond de mon cœur, mais à tel point que la mozzarella était moins importante que ce qui allait lui arriver. Et je me suis encore en train de descendre de cette colline en courant et en train de me dire, ça y est, j'ai trouvé. Et en me disant, est-ce que finalement j'ai le temps d'aller chercher quelque chose à manger ou est-ce que je remonte tout de suite écrire ce que j'ai? Donc c'est un sentiment, c'est comme si vous deviez mourir demain. Il faut absolument que cette page soit écrite avant. Alors, Dieu merci, on ne meurt pas tous les jours, mais c'est le sentiment inéluctable d'être pressé est extraordinaire. Enfin, il n'y a que dans les histoires d'amour où on est aussi fou, je pense. On va en parler évidemment des histoires d'amour tout à l'heure, Simonetta Greggio, mais quand vous dites « je descends la colline et je me dis j'ai trouvé », qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que vous trouvez en littérature qui vous donne la sensation d'être à l'endroit où vous devez être? La note juste. Vous savez tout d'un coup que cette phrase-là est celle qui sonne bien. Et vous vous en souvenez par exemple d'une phrase de La douceur des hommes ou je ne sais pas, d'une image ou de quelque chose qui vous a fait dire bien sûr que je m'en souviens, bien sûr que je m'en souviens très bien. Je me souviens de la phrase exacte et d'avoir fermé les yeux et d'avoir dit c'est ça, c'est la phrase qui fait le livre. C'est la phrase de 4e de couverture. Mais c'est vrai, vous le voyez tout de suite. Vous savez tout de suite que c'est la note juste. Voilà. En poche aussi, vous croyez ou pas? Peut-être, oui. Toute ma vie, j'ai aimé, bu, mangé, fumé, ri, dormi, lu. C'est celle-là? Je continue? Oui, bravo. De l'avoir si bien fait, on m'a blâmé de l'avoir trop fait. Je me suis bagarrée avec les hommes pendant plus de 60 ans. Je les ai aimés, épousés, maudits, délaissés. Je les ai adorés et détestés, mais jamais je n'ai pu m'en passer. La chaleur des hommes qui m'a si bien enveloppée ne fait que me rendre plus odieux ce grand froid qui avance. Il n'y a pas de bras assez puissants pour m'en préserver dans la nuit qui vient. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je tenais Fosca dans mes bras. Qui est cette femme-là, C'était cette femme-là qui me parlait et que j'allais devoir raconter jusqu'au bout. Et l'excitation, là, j'en aurais pleuré de joie, tellement j'étais ravie de l'avoir enfin rencontrée, alors que ça faisait des semaines et des mois que je la cherchais. Et tout s'est construit à partir de ce moment-là. Et tout s'est construit parce qu'il y a des mots, tout d'un coup, qui vous parlent. Il y a un mot qui sonne, alors vous le gardez précieusement, et puis ça fait l'écho de quelque chose que vous rêvez la nuit, alors vous mettez ça de côté, et puis il y a tout d'un coup une image qui vous vient et vous demandez vraiment d'où elle vient, si elle est votre image ou si elle vient d'ailleurs, et vous la mettez à laquelle elle est, et tout ça, tout d'un coup, ça vous donne le corps de votre histoire. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi je suis de ce genre de lecteur qui a non seulement besoin du style dans un livre, donc d'une forme qui me plaise, d'une suite de mots qui me sonnent à l'oreille, qui me parlent au cœur, qui me parlent à l'esprit, mais j'ai besoin d'histoire. J'ai besoin qu'on me raconte des histoires. Les côtés nouveau roman qui m'a passionnée quand j'étais jeune fille m'a toujours laissée sur ma faim. J'ai besoin qu'on me raconte une histoire, comme quand on est petit et on a besoin que maman ou papa se penche sur notre lit pour nous faire... finalement, pour nous laisser partir dans la nuit qui nous fait si peur. Et pour moi, c'était ça. C'était comment construire une histoire tout en maîtrisant, un tant soit peu, la musique de cette histoire. Et alors, cette phrase, elle nous dit plusieurs choses. Elle nous dit que vous allez nous parler d'une femme, nous raconter une femme qui a aimé, bu, mangé, lu, fait l'amour, mais qui va vers une nuit qui vient. Et c'est vraiment quand même un livre qui oscille entre le désir et l'élan vital le plus brut et la mort. Et je ne suis jamais aussi moi-même que quand je suis très vieille. Parce que dans les livres. Mais oui, vraiment. Et finalement, j'espère dans la vie aussi. Parce que, regardez, le premier livre, c'est La douceur des hommes, c'est une vieille dame qui parle. Une vieille dame indigne, mais formidable. Indigne parce que... Que dit la morale? Quelle morale, voilà. Et puis, Elsa mon amour, c'est exactement la même chose. C'est une vieille dame qui vous raconte ses amours, sa vie, sa rage finalement d'être enfermée, prisonnière dans un corps qui n'est plus celui qu'elle voudrait pour continuer de vivre. Moi, j'ai toujours tellement aimé la vie que je me demande comment on fait
pour la quitter. Comment on se débrouille? Qu'est-ce qu'on dit à la dernière seconde? Mais je voudrais encore 5 minutes, encore 10 minutes. Vous qui soignez très 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 bien les exergues, on pourrait tous les lire là et puis en faire une sorte de livre composite. Il me semble que celui-ci parle de ça aussi, hein, la douceur des hommes. C'est tâchons d'entrer dans la mort les yeux ouverts. Il y a vraiment quelque chose qui est comme un arc tendu entre ce premier livre-là en 2005 et oui. Elsa, mon amour, publié en 2018. Donc 13 ans passent, Simonetta Greggio, et plusieurs romans, j'ai dit 12, une sorte de rythme d'écriture assez soutenu. Qu'est-ce qui est devenu plus facile depuis? J'ai l'impression que je sais un peu mieux à quoi je veux ressembler en fin de compte. Je m'explique. J'ai des écrivains que j'adore, c'est Joan Didion, avant et par-dessus tous. Et puis Colette, que j'ai déjà cité 1000 fois. Et puis le rythme incroyable, l'intelligence lucide et en même temps faussement modeste de Sagan. Son rythme endiablé, sa manière de faire semblant qu'elle n'était pas si bonne que ça. J'aime infiniment des écrivains comme Edith Wharton. En fait, je trouve dans mon panthéon beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes, de très grands écrivains, d'excellents écrivains, qui me parlent parfois plus que les grands écrivains hommes, parce que je trouve qu'il y a toujours, souvent, une sorte de posture chez les grands écrivains mecs que je ne retrouve pas chez les grands écrivains femmes. Et je vais essayer d'aller un peu plus loin là-dedans, mais j'ai toujours eu l'impression qu'un homme est ce qu'il fait, a besoin de montrer qu'il est. Donc, il a besoin de montrer sa grandeur. Une femme est écrivain, mais finalement s'en fiche de montrer socialement qu'elle est un grand écrivain. Elle l'est, simplement. Elle n'a pas besoin de le démontrer. Et tout ça, est-ce que c'est en train de changer? Peut-être, pour le meilleur comme pour le pire, mais par le passé, ça me semble... il faut que j'approfondisse tout ça, parce que ça me parle beaucoup, là, cette Edith Wharton n'a jamais... Bien sûr qu'elle a été considérée comme un grand écrivain, mais c'était... presque par hasard, c'était une femme de la haute bourgeoisie, de la high society new-yorkaise, et c'était aussi un bon écrivain. Oui, puis vous écrivez ou avec Elsa Morante, qui, pareil, a eu quelques soucis de reconnaissance de son art et de ses lettres. Elle l'a toujours, parce que c'est un écrivain absolument fantastique. Qui se souvient d'elle? On se souvient de Alberto Moravia, qui a été nobelisable et non nobelisé pendant de nombreuses années. Mais le génie, c'était pas lui, c'était elle. Et j'en ai un peu ras-le-bol de voir que les femmes sont... On nous dit souvent qu'il y a moins de grandes écrivaines, j'utilise ce mot même si je ne l'aime pas et Elsa ne l'aimait pas, que des grands écrivains. C'est absolument pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Pour en revenir à vous, vous dites, avec le temps, ce qui est devenu plus facile, c'est que je suis plus à même, plus certaine de savoir à qui et à quelle œuvre littéraire je veux ressembler. Ça veut dire, Simonetta Greggio, que vous tendez vers quelque chose en littérature, concrètement, à votre table, devant votre ordinateur ou votre cahier, que sais-je, dans votre portable. Vous tendez vers un point qui serait une sorte de mélange de tous ces noms que vous citez ? Oui, absolument. C'est absolument ce que vous dites, c'est absolument vrai. J'ai l'impression que chaque livre que j'écris est une page, est un chapitre dans un grand livre qui est en fin de compte ce qui restera après. J'espère qu'il en restera quelque chose. C'est tellement curieux comment ça se passe. C'est tellement... les grands écrivains, les bons écrivains passent par des purgatoires incroyables. Parfois, ils sont redécouverts. Parfois, ils tombent dans l'oubli totalement. Ce que j'ai voulu faire avec Elsa, c'est de lui redonner une chance d'être lue aujourd'hui. Mais quel étrange destin aussi. Un écrivain mort, finalement, n'a plus aucun
tout le monde s'en fiche. Alors, qu'est-ce qui reste de lui? Qu'est-ce qui reste de Jane? Pourquoi Jane Austen est si lue aujourd'hui? D'abord parce que c'est un formidable écrivain, bien sûr. Mais comment ça s'est passé? Bach, pourquoi on écoute tant alors qu'il a failli être oublié? Qu'est-ce qui fait que dans ce monde, dans cet univers, on a besoin de certaines voix à certains moments? Moi, ce que je fais, en fait, c'est d'écouter quelque chose qui me dit « va par là, vas-y, fais confiance, vas-y les yeux fermés. Le pire qui peut t'arriver, c'est ce qui va nous arriver à tous, mais vas-y avec tout toi-même. Fais ce que tu as à faire envers et malgré tout. Écris, écris, écris. Tout ce qui te semble juste écrire, tout ce qui te semble important, tout ce qui fait que finalement ta révolte face aux injustices du monde va résonner dans tes pages et va peut-être ouvrir d'autres cœurs que le tien. Et qu'est-ce qui est devenu plus difficile avec le temps, Simonetta Greggio? Vous avez coutume de parler du moment d'écriture comme un moment fatigant pour le corps, comme une bataille avec le vocabulaire, avec la langue, comme une tension entre ce qu'on a profondément en soi et ce qui va finalement exister à l'intérieur entre deux couvertures. Qu'est-ce qui accroît la difficulté avec le temps? J'ai l'impression que c'est de plus en plus facile. C'est facile d'écrire, réellement facile. Non pas que ça soit moins fatigant, mais il y a moins de peine. C'est comme une gymnastique que je serais habituée à faire tous les jours et finalement ça me coûte moins d'efforts. J'ai le souffle qu'il faut, je tiens la route, je pars courir 1 heure par jour, donc finalement je sais ce qu'il faut pour écrire. Ce qui me semble réellement difficile, c'est d'être écoutée dans un monde qui a tellement de voix, où les messages sont tellement discordants, où le décryptage de la réalité est si confus. Avoir une voix qui porte, qui est lumineuse, qui est écoutée et entendue, c'est ça qui me semble difficile. Avec tout votre cœur, avec tout votre esprit, vous ne pouvez pas demander à être entendu dans un monde si noir, si compliqué, si énorme. Alors, moi j'adore les livres parce que je continue de croire que c'est là-dedans où je trouve une vérité, ma vérité, mais aussi une réelle vérité objective. Mais qui a encore envie de lire? Qui a envie de lire vraiment des vraies choses? Ça veut dire quoi, lire vraiment des vraies choses? Des poèmes, de la poésie par exemple, de la très grande littérature. Et il m'est arrivé de faire traduire un livre italien qui avait eu le Premio Strega il y a quelques années chez Flammarion, qui est un très grand livre, qui nous a demandé un effort incroyable de traduction, qui a une langue très précieuse, très précise, très étrange, très particulière. Mais qui a lu ce livre? C'est complexe, c'est difficile. C'est tellement plus facile d'aller lire des bonnes choses, mais qui finalement ne vous prennent pas autant le corps et la tête et l'esprit. C'est le temps de lire un très bon livre est un temps précieux qu'on trouve de moins en moins dans notre emploi du temps, dans notre emploi. Voilà, donc c'est ça que je trouve complexe. C'est que dans cette myriade de livres, et je suis ravie parce que plus il y a de livres, plus je suis contente, mais dans cette myriade de voix, c'est tellement compliqué, tellement difficile de trouver une vraie voix de lumière. C'est pas la première fois que vous utilisez ce mot-là, de la voix. Est-ce que ça arrive comme ça, Simonetta Greggio? Est-ce que vous commencez un livre, non pas parce que vous décidez d'un sujet, parce que vous vous mettez à table avec une sorte de décision rationnelle, mais parce que quelque chose vous parle? Oui, c'est dont je parlais tout à l'heure par rapport à ma mère, c'est l'injonction. Alors, la sienne, c'était « écris, ma fille ». La mienne, c'est maintenant tu écris ça. Je dis, mais dans tout ce que j'ai à écrire, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus important? Oui, il faut que tu écrives ça. C'est quoi? C'est une sorte de petit ange, de petit diable L'autre jour, j'ai eu une idée et je sais qu'il va falloir que j'aille plus loin dans cette idée
qui va être d'une complication mais infinie. Je serais tellement plus heureuse d'écrire un conte, une histoire qui se passe sur une plage, une histoire d'amour formidable qui se passe sur une plage. J'aimerais tellement écrire voilà. Eh ben non. Il faut encore que j'aille me cogner à tout ce qui est plus difficile, plus compliqué, plus intense, plus même une mise en danger. Même une mise en danger. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est quelque chose chez moi qui fait que je cherche toujours la voie la plus complexe ? Le fait d'écrire dans une autre langue, le fait d'écrire si tard, le fait de faire ce métier qui est un métier où finalement rien n'est jamais assuré ni rassurant. Pourquoi faut-il toujours que j'aille chercher la difficulté ? Je n'en sais rien, mais ça vient malgré moi. Je serais ravie d'écrire ce roman sur la plage auquel je pense depuis des années, et ce n'est jamais le moment. Il y a 2 romans qui figurent dans votre bibliographie, Simonetta Greggio, que sont La Dolce Vita et Les Nouveaux Monstres, qui sont des sortes de grandes fresques comme ça, qui lisent l'Italie, une Italie plus ou moins contemporaine, mais vous faites toute une sorte de recherche historique. Est-ce que vous avez la sensation que ce sont deux outils de connaissance pour vous, par exemple, ces 2 romans-là, et de manière générale, est-ce que vous avez l'impression que écrire des romans vous aide à comprendre des choses ? Certainement, ça m'aide à comprendre des choses. Et ces 2 romans particulièrement qui m'ont demandé un effort, un très grand effort. Je me levais tous les matins à 3h30, 4h, pendant des mois et des mois. Avec un réveil ? Non, absolument. C'était tout seul. Je me réveillais avec le cœur qui battait et la sensation que j'étais déjà en retard. Donc sans réveil. Et vraiment, ce sont des centaines de pages qui m'ont demandé une documentation, un effort de compréhension, une mise en danger, encore une fois, parce qu'on n'écrit pas de telles choses comme ça. Il faut vraiment mettre du temps, et le temps, c'est de l'argent. Et pourquoi j'écrirais ça ? Pour qui va le lire ? Est-ce que c'est une mission ? Je n'en sais rien, mais il fallait le faire. Alors, outil de compréhension, pour moi, sans doute, mais pour ceux qui l'ont lu, aussi. Et ça n'est pas traduit en Italie, enfin, ça n'est pas lu en Italie, mais je crois que ça ferait grandement, on en aurait grandement besoin, parce que ce que je raconte n'est pas seulement un roman, c'est aussi, je répète les mots, mais un décryptage de ce qui est arrivé des 40-50 dernières années en Italie. Souvent, je parle du secret. Pasolini parlait du grand secret. Le secret, c'est le pouvoir, tout simplement. Mais vous en parlez aussi du secret quand vous parlez d'amour, et Dieu sait si vous en parlez souvent, Simonetta Greggio. Est-ce que le roman a été le même outil de décryptage et de compréhension du sentiment amoureux et ou de la sexualité ? Alors, c'est exactement l'inverse. Plus ça va, moins c'est compréhensible. C'est vraiment, si je devais écrire un roman sur ce que j'ai compris de l'amour, ça serait tout ce que je n'ai pas compris. Et alors, il y aurait tout. Parce que plus ça va, moins je comprends ce que c'est, comment ça se manifeste, où est-ce qu'on va tous, quel cœur on a, quelle tête on a, est-ce qu'on n'est pas comme des lémuriens, finalement, quand on est en amour, quand on tombe en amour, quand on tombe amoureux. Autant la politique, l'histoire, j'ai l'impression d'avoir des petites lumières qui se baladent. Que la littérature vous a plutôt fait avancer vers la lumière. Autant l'amour, je pense que vraiment, vraiment, je n'y comprends rien. Alors je suis toujours... j'ai l'impression que je connaissais plus de choses à l'amour à 10 ans que maintenant. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est bon signe ? C'est une autre question. Est-ce que c'est bon signe ? Je dirais oui, finalement, parce que j'avais l'impression de tout comprendre. À 10 ans, je me disais, alors les garçons, c'est ça, les filles, c'est ça, les filles font ça, les garçons font ça. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a bien des choses qui rentrent dans votre littérature. On disait tout à l'heure que le dernier roman fait exister la figure et les multiples voix d'Elsa Morante dans Elsa, mon amour. Mais en fait, il y a aussi très souvent le cinéma sous plein de formes différentes. Ça va de Jules et Jim à la Dolce Vita, de Fellini à la nouvelle vague française. Ça, c'est une sorte de porosité qui est la traduction de la porosité qui existe dans votre propre vie, Simonetta Greggio. Les choses vont et viennent, entrent et sortent dans un livre
comme dans votre existence? Oui, exactement. Et puis le cinéma a été l'un de mes grands amours, elle est toujours. Et je pense que j'aimerais me reposer parfois des romans en écrivant des scénarios. C'est quelque chose qui me paraît l'autre bonne idée, l'autre issue à l'écriture. À savoir que quand on est dans un roman, on est complètement seul, en train de s'arracher les cheveux en jean ruiné, avec le chien qui dit « mais tu m'as pas encore donné mes croquettes ». Alors que quand on est dans un scénario, tout est beaucoup plus, plus organisé, on travaille un certain nombre d'heures, on ne rentre pas forcément dans le cœur déchiré de quelqu'un, on reste sur une sorte de fil qui est le fil de l'histoire. Bien sûr qu'il faut rentrer dans les personnages, mais c'est comme si on avait une membrane ou un filtre qui vous permet de ne pas être totalement concerné. Vous êtes déjà acteur de l'écriture du scénario. Vous créez une histoire comme un agent secret, en fait. Alors que dans le roman, il n'y a pas cette distance. Alors que dans le roman, vous êtes en train de pleurer avec votre personnage principal, vous êtes en train de manger avec le chef, c'est pas du tout la même chose. Vous êtes ce que vous êtes en train d'écrire, profondément. Et puis, il y a peut-être un enjeu de forme qui diffère de l'écriture scénaristique, même si, on pourra en discuter, mais c'est assez intéressant de voir comment Simonetta Greggio, la question de la forme, discute avec la question de l'histoire qui vous tient tant à cœur et dont vous parliez tout à l'heure. On peut parler du dernier texte, Elsa, mon amour, où la fragmentation, le miroir brisé, quelque chose qui revient très souvent, mais il y a d'autres formes dans vos textes qui procèdent par des chapitres courts, avec des lieux, des dates, des noms, comme s'il y avait quelque chose quand même d'assez récurrent dans la manière dont vous concevez l'écriture, qui a à voir avec presque le montage cinématographique, quelque chose du réel découpé. Complètement, c'est complètement ça. C'est-à-dire que tout ce qui est écriture, tout ce qui est histoire, tout ce qui est personnage a besoin d'être structuré pour que je puisse éventuellement trouver une poésie à tout ça, donner de la poésie à tout ça, et une ligne conséquente à tout ça, a besoin d'être structuré. C'est pour ça que finalement, c'est un peu une double peine. À la fois, vous êtes obligé de trouver le mot juste, et à la fois, ce mot juste, il faut qu'il sonne. C'est comme, j'imagine. J'espère que je vais durer très très longtemps sur cette terre parce que j'ai vraiment profondément envie d'apprendre à tapoter sur un piano. J'aimerais tellement apprendre à jouer. Il y a quand même, je dis piano ça parce que vous êtes sensible aux signes, il y a quand même un très très beau piano à queue derrière vous. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un piano qui vient d'atterrir mystérieusement chez moi. Bon. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours des signes assez curieux. Voilà. Et j'imagine que pour un bon pianiste, c'est la même chose. J'imagine que c'est pas tellement et totalement ce qu'il est en train de jouer, c'est aussi le piano qu'il a, c'est aussi son humeur du jour, c'est aussi est-ce qu'il a les doigts qui sont totalement déliés, c'est aussi des années de métier, des dizaines d'années de métier, c'est aussi est-ce qu'il a le cœur brisé parce que son amoureuse l'a quitté, ou est-ce qu'il est en... Voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui donne à cet instant précis le fait que ça n'a pas existé jusque-là, ça existe au moment où ça existe, ça n'existera plus jamais, et pourtant le fait d'avoir été, c'est pour toujours. Et c'est la même chose pour l'écriture. Quand je parle aussi de ces formes éclatées, on pourrait dire aussi des sortes d'associations, de rêveries. Vous avez dit en tout début d'entretien, Simonetta Greggio, je vais vous raconter un rêve, je suis aveugle sur les épaules de ma mère et c'est elle qui me guide. Bon, il se trouve que c'est une merveilleuse façon d'entrer en matière pour comprendre la transmission dont on parlait tout à l'heure. Mais en fait, les rêves guident aussi les personnages que vous mettez en scène, guident parfois la forme même de votre écriture. Pour parler encore une fois du plus récent, parfois on a juste l'impression de lire 3 pages qui pourraient être la retranscription la plus exacte d'une vision, de la manière dont l'inconscient fabrique des images nocturnes. Quelle est la place de ces rêveries-là, Simonetta Greggio, dans votre travail d'écriture ?
j'aime infiniment les écrivains qui me font entrevoir les autres mondes. J'aime infiniment que dans une page, un chapitre, j'entrevois d'autres vérités que les miennes. J'aime les écrivains médiums, ceux qui me mettent en contact avec nos morts, ceux qui sont venus avant, ceux qu'on sera nous, qui me mettent exactement dans ma condition d'être vivant et vivant pleinement, sachant que finalement, c'est vraiment la théorie de Kanta. C'est est-ce que je suis là? Est-ce que je suis encore là? Est-ce que je suis déjà morte? Est-ce que je suis morte avant d'être là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et lorsqu'un écrivain me donne, dans toute la splendeur finalement d'une histoire réaliste, réelle, cette impression, puisque c'était une impression, d'avoir peint la vie, c'est là où je le trouve. C'est là où je trouve Et la peinture de la ville ne peut pas faire l'économie justement de cette circulation entre impossible. les mondes. Qui serait impossible, ça devient de l'opacité. Qui on est quand on dort, qui on est quand on rêve, qui on est quand on est mort, quelle langue on parle. D'où finalement, c'est ce trait entre notre naissance et notre mort. L'autre jour, j'étais sur un Google, et, parce que mon Google Alert avait mis mon nom, et je vois « né à Padoue, le 21 avril 1961, morte à... » Et ça m'a énormément plu. Je me suis dit, ça y est, c'est inscrit. Je suis là, j'ai été. C'est formidable. Et je me demandais tous les lieux où je pourrais partir. À quel moment, moi, je me suis dit, tiens, je vais faire un testament quand même. Et non, ça m'a vraiment plu, parce que le fait de mourir, c'est que ça veut dire que vous êtes en vie. C'est tellement incroyable. Et le fait d'écrire, ça confirme ça? C'est exactement ça. Ça essaye de confirmer ça? Donc ça répond d'une certaine manière à ce que vous me demandiez avant. Est-ce que vous ne pouvez pas faire l'économie de cette rêverie? C'est pas une rêverie. Pour moi, c'est la partie la plus réelle, le noyau le plus vrai de cette vie. Savoir qui on est et au maximum pourquoi on est là. Et au maximum, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de plus et de plus accompli. Vous avez l'impression de travailler constamment et consciemment à la trace que vous allez laisser après votre mort, Simonetta Greggio? Non, mais à la trace que je vais me laisser à moi sur cette vie, oui, parce qu'après, je m'en fous. C'est pas mon problème. Les livres, c'est la trace de votre propre existence pour vous-même. C'est ça. C'est ma trace, c'est la trace visible. C'est quand j'étais enfant, je prenais les lucioles, j'attrapais les lucioles et je faisais des petites cages et je faisais des chemins lumineux dans le jardin. Et j'ai l'impression que mes livres, c'est ces cages, pour moi, de chemins de lumière. Et c'est ça que j'aime chez les écrivains. Quand vous étiez enfant, vous fréquentiez déjà un petit peu Pasolini, alors, en fait. Avec les lucioles, bien sûr. Oui, absolument. Et beaucoup d'autres, parce qu'il y a ces lucioles sont dans beaucoup de livres, même les Japonais font ça. Enfin, c'est dans les livres, pour moi, qu'on trouve cette trace de lumière, que je continue de trouver des vérités que je cherche. Pour en finir un petit peu sur cette circulation entre les différents mondes, j'ai été frappée par ce récit où vous commencez Elsa, mon amour. Vous travaillez, le texte existe, et puis une amie meurt, une femme importante dans votre vie, et vous devez tout refaire. Comme si, d'un seul coup, quelque chose existait dans un monde existant, et quelque chose de ce monde existant tombe, et alors c'est plus possible que le texte existe de la même façon. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand Anne de Formental est partie, pour moi, ça a été... un autre monde qui s'est mis en route, un monde où elle n'était plus. Donc je ne pouvais plus sortir et puis la croiser même par hasard avec son chien. Je pouvais plus. Elle n'était plus là. Elle n'était plus en train de respirer le même air que moi. Elle était inatteignable. Et tout ce monde dans lequel j'ai vécu jusqu'au jour de sa mort est devenu autre derrière moi. Il fallait que tout recommence. Donc, tout recommence avec ce livre. J'ai quitté l'homme que j'aimais.
J'ai recommencé à vivre d'une manière différente, même dans mon cœur. J'ai l'impression que beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de craintes que j'avais avant sont parties. Parce que si elle est passée de l'autre côté, elle est partie de l'autre côté comme ça, je me dis que c'est plus facile pour moi de partir. J'ai moins peur. Peut-être parce qu'elle est là et qu'elle va me tendre la main. J'en sais rien. Après, ce sont des convictions personnelles qui sont totalement... qui n'ont aucune place dans une croyance, dans une foi. Ce sont juste des ressentis et des émotions très profondes, mais qui sont dans tout ce qui est Anne, l'œuvre d'Anne. Elle était philosophe, et des livres qui sont pour moi, je m'y confronte tous les jours. Quand Anne Dufourmentel dit la douceur est politique, la menace de mort même ne peut la contrer, pour moi c'est un mot de vie. Votre livre lui est assez discrètement, mais sûrement, dédié à la fin. Et puis, en lisant le premier, La douceur des hommes, je me suis rendu compte que l'adresse finale était très soignée. À Pouligny, mon grand-père, à mes frères, David, Simonet, Alessandro, à ceux qui savent tenir la tête d'un nouveau-né, à ceux qui oublient le fusil dans les bois et reviennent à la caserne les mains dans les poches, à ceux qui caressent les chats et les chiens, à ceux qui portent la Vierge en procession, à ceux qui reviennent sur leurs pas pour laisser une aumône, à ceux qui savent dire « je t'aime ». Et je crois que vous soignez l'adresse finale de vos livres comme une sorte de page après la fin, Simonetta Greggio. Comme je vois qu'on arrive à la fin de cet entretien, comme ça, juste par une dernière curiosité, il y a évidemment plein de questions qui peut-être viendront de la salle mais que je n'ai pas pu vous adresser. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était que cette fin-là, la fin d'après la fin. C'est très très drôle parce que quand j'étais gamine, il y avait des disques qui étaient des disques de fables. Et à la fin de la fable, il y avait quelqu'un qui disait « Mais attendez, une autre fable va repartir, va recommencer. Attendez, aspettate e un'altra fiaba sarà. » Et ça veut dire que pour vous, c'est quoi? C'est l'adresse, c'est en fait la promesse du livre qui va venir? Oui, c'est déjà là. C'est comme s'il y avait déjà une graine qui était dans la fin du livre et qui allait germer dans le livre d'après. Mais c'est aussi une façon de dire de manière très très forte, Simonetta Greggio, que le livre, vous l'adressez, le texte, c'est quelque chose qui s'adresse au monde. Une fois que le texte est fini, une fois que le livre est là, une fois que le livre est paru, publié, je me dis que mon livre sera pour d'autres personnes ce que d'autres livres ont été pour moi, à savoir des portes. Les portes vers moi-même, les portes vers une compréhension, les portes vers aussi une vie plus intense, parce que quand on lit des livres au fond de son canapé par un jour de pluie, et qu'on est avec Anna Karénine, on est Anna Karénine, et ça c'est quand même formidable de ne pas bouger de son lit et d'être Anna Karénine. Alors je sais que Arnaud Laporte a une sorte de chemin pour les masterclass qui termine par un conseil qu'on pourrait adresser à des jeunes femmes ou plus ou moins jeunes, ou des jeunes hommes plus ou moins jeunes, qui voudraient écrire. Il y a des très vieilles dames indignes qui voudraient écrire des livres. Alors, quel serait le vôtre? Ça serait déjà de le faire avec tout soi-même, de le faire nu et propre, et avec tout ce qu'on a. De ne pas tricher, d'être ce que je disais tout à l'heure, comme si c'était la dernière chose que vous deviez faire avant de mourir. Nu, propre et jusqu'au bout. Merci beaucoup, Simonetta Greggio. Merci. Et merci pour votre écoute. Merci.